Quel astre du système solaire connaissons-nous le moins? À la surface de quel objet la température approche-t-elle du zéro absolu où la glace peut prendre des formes fantastiques? Il s'agit de la planète naine Pluton, autrefois exclue de la liste ordonnée des planètes du système solaire, pour non-conformité aux normes. Cet objet mystérieux se trouve à une distance incroyable de nous. À sa position la plus proche, il est à 30 unités astronomiques et à la plus éloignée, presque à 50. Cela correspond à 4,4 milliards de kilomètres et 7,4 milliards de kilomètres. Pour comprendre à quel point c'est loin, il suffit de réaliser que l'année sur Pluton dure 2,5 siècles. Bien sûr, les recherches optiques de cet objet extrêmement éloigné sont très compliquées. C'est pourquoi, en 2006, depuis le Cap Canaveral, la sonde américaine New Horizons a été envoyée vers Pluton à bord de la fusée Atlas V. À ce jour, c'est la première et la seule sonde automatique de l'histoire de l'astronautique à avoir étudié la planète de près. Actuellement, New Horizons, après les Voyager, quitte lentement notre système stellaire. Avant cela, la sonde a déjà apporté d'énormes bénéfices et de nombreuses informations. Alors, qu'a donc vu la station automatique sur Pluton et dans ses environs? La sonde avait des objectifs précis, parmi lesquels la cartographie de la surface de Pluton et de Charon, son satellite, l'étude de la géologie et de la morphologie des corps célestes, l'exploration de l'éventuelle atmosphère de Charon, spoiler, il n'y en a pas, ainsi que de l'ionosphère plutonienne. La recherche d'un champ magnétique chez les deux objets. Les nouvelles horizons ont-ils réussi à accomplir les tâches fixées? Tout à fait, et ils ont même dépassé les attentes des scientifiques. La sonde a recueilli des informations qui ont radicalement changé et considérablement enrichi la compréhension terrestre de Pluton, ce qui a surpris les astronomes qui décryptaient les données reçues des nouvelles horizons. Tout d'abord, la voie de la planète. Et aussi que Pluton a une atmosphère. Oui, elle est ténue et composée principalement d'azote, de méthane et de carbone, mais c'est le seul objet transneptunien capable de se vanter d'un fin voile gazeux. Elle a été photographiée pour la première fois lors du survol par Nouveaux Horizons. Les recherches ont montré que l'épaisseur de l'atmosphère de Pluton est d'environ 300 km et qu'elle est se composer de 20 cm. Bien sûr, la pression atmosphérique est pratiquement imperceptible et extrêmement faible. Malheureusement, il est impossible de contrôler la sonde manuellement en raison du retard important du signal. C'est pourquoi tout ce que Nouveaux Horizons a étudié et photographié a été programmé à l'avance. Mais cela reste une avancée, car aucun engin n'était jamais passé aussi près de cet astre, à seulement 12 500 km de sa surface. Cette phase de la mission a été très fructueuse, avec une grande quantité de données collectées à un débit pouvant atteindre 4 kilobits par seconde. Il a fallu environ 15 mois pour transmettre toutes les informations sur Terre. Quels détails du relief de Pluton ont particulièrement intéressé les scientifiques? Tout d'abord, il s'agit de la plaine Sputnika, située dans la région Tombaugh, selon les données de New Horizons. Son diamètre atteint près de 1500 km et sa surface lisse est relativement jeune. Il n'y a pas un seul cratère, bien que certains astronomes pensent que la plaine elle-même est un ancien cratère gigantesque qui s'est rempli au fil du temps de gaz gelé. Une autre hypothèse concernant l'apparition de la plaine Sputnika suggère qu'après la collision d'un grand corps céleste avec Pluton, celui-ci a percé la croûte de glace et a atteint l'océan souterrain. Ensuite, la matière a été expulsée vers l'extérieur. Il est évident qu'à une température d'environ moins 223 degrés Celsius, tout cela s'est rapidement transformé en une surface gelée, plus dure que le diamant. On pense généralement qu'une telle plaine n'aurait pas gardé sa forme sans un substrat liquide. Cela suggère en outre la possible présence d'un océan.
un bassin d'eau relativement chaud dû au noyau chaud de Pluton. Nouveaux Horizons a étudié le champ gravitationnel de la planète naine lors de sa mission. Les données obtenues indiquent également la présence d'un océan sous la glace, d'environ 100 km de profondeur rempli d'eau contenant de l'ammoniac dissous qui agit comme un antigel. Autrement dit, on peut théoriquement supposer la présence de vie dans ce réservoir, bien sûr au niveau microbien, mais pour le prouver, il faudra des décennies, voire des siècles. Y a-t-il vraiment que des plaines sur Pluton? Absolument pas. New Horizons a montré des images des plus hauts sommets, des crêtes et de chaînes de montagnes entières à la surface de l'objet. Par exemple, les montagnes Tenzing, qui délimitent la plaine Spoutnik au sud-ouest. Elles ont été découvertes par la sonde, puis transmises sur Terre. Les paramètres de cette formation géologique atteignent 3 km au-dessus de la base de la montagne. Cependant, comparé à l'Everest, qui culmine à près de 9 km au-dessus du niveau de la mer, il dépasse la surface de seulement 4,5 km. Les montagnes Tenzing peuvent objectivement être beaucoup plus hautes. Et New Horizons a également découvert les montagnes Hillary, qui s'élèvent à un peu plus d'1,5 km. Elles se trouvent au sud de la plaine Spoutnik, donc les rumeurs sur la surface plate de Pluton sont grandement exagérées. De plus, la sonde a photographié de nombreux sillons différents, témoignant en outre d'un hypothétique réservoir d'eau sous-glaciaire, plusieurs plaines, 6 chaînes de montagnes et un petit nombre de cratères. La liste sera enrichie progressivement. Au début, nous avons mentionné les formes fantastiques et l'état de la glace sur Pluton. Qu'entend-on par là sur cette planète? Les phénomènes qui choquent les terriens sont courants, des montagnes flottantes, lorsqu'un immense iceberg d'eau flotte dans une glace d'azote tout aussi dense. Personne ne sera non plus surpris par les congères de glace de monoxyde de carbone et de méthane recouvrant les sommets locaux comme des bonnets. La glace sur Pluton fait l'objet d'une vidéo dédiée car ces structures cristallines exotiques, impossibles sur Terre, ont des propriétés complexes à saisir. Par ailleurs, la sonde interplanétaire automatique a également porté son attention sur le plus grand satellite de Pluton. Il en existe d'autres, beaucoup moins grands. Savez-vous que Charon est multicolore, avec des zones blanches, rougeâtres et brunes qui dominent à sa surface? D'où vient cette couleur rouge dans ce monde figé? Les données de New Horizons indiquent que tout cela est dû aux molécules de toluène, qui se forment activement lors de l'interaction entre le méthane et les ultraviolets. La tache de Mordor paraît particulièrement sanglante, même son nom donne des frissons. Cette structure a été photographiée par la sonde le 14 juillet 2015. En effet, la couleur de la vallée de Mordor diffère radicalement du reste de la surface de Charon. D'ailleurs, ce satellite est beaucoup plus sombre que Pluton, ce qui peut indiquer une différence de composition très marquée. Le diamètre de la tache de Mordor mesure 473 cm. Elle se trouve au pôle nord du satellite, il s'agit peut-être d'un cratère d'impact. Comment percer le secret de Mordor sur Charon ? Si la couleur rouge s'explique par la présence de toluène, des copolymères organiques, alors une région similaire devrait également se trouver au pôle sud du satellite. Sinon, cela signifie que ce mystère n'a pas encore été résolu. Quelle est la principale question qui tourmente les astronomes lorsqu'ils étudient un corps céleste? Y a-t-il actuellement, ou la vie pourrait-elle s'y développer à l'avenir? En 2011, selon les données du télescope Hubble, des hydrocarbures complexes ont été détectés dans les raies spectrales observées autour de Pluton. Les scientifiques en ont déduit qu'une vie simple pourrait exister sur la planète, mais ce microélément peut aussi se former sans organisme vivant. Les conditions climatiques complexes sur Pluton permettront-elles difficilement à quelque forme de vie que ce soit d'apparaître à la surface? Bien que la planète naine se distingue par son extrême rigueur climatique, il y a même des tropiques sur Pluton. Tout de suite, on pense à ce vieux mème sur un été pourri, alors il est effrayant d'imaginer à quoi ressemble l'Arctique plutonienne. Sérieusement, ce ne sont que des noms qui ont peu à voir avec les variations de température, mais qui concernent plutôt le calcul de la position du Soleil dans le ciel de la planète. Par exemple, la ceinture arctique couvre environ 40% de la surface de Pluton. En été, le Soleil ne se couche pas. En hiver, il reste sous l'horizon comme dans les régions polaires. C'est le jour ou la nuit polaire.
La différence, c'est que sur cette planète extrême, l'hiver continu dure environ 60 ans. D'ailleurs, sur Pluton, il existe une zone climatique absolument inimaginable pour les terriens, appelée l'Arctique tropical, où les caractéristiques des deux zones se mélangent. Dans la réalité plutonienne, cela ne signifie pas qu'on trouve des noix de coco gelées sur les palmiers ou des congères sur la plage. Pluton restera-t-il donc à jamais glacé et sans vie ? Très probablement non, car les caractéristiques du système solaire, bien que lentement, changent. On suppose qu'environ dans 7,5 milliards d'années, le Soleil commencera à grossir, et alors des conditions acceptables pour le développement de la matière organique pourraient apparaître sur cette planète autrefois morte. De plus, notre étoile mère pourrait offrir à Pluton des dizaines de millions d'années d'existence tolérable jusqu'à ce que le Soleil devienne une naine blanche et s'éteigne presque complètement. Pendant ce temps, la vie sur Pluton pourrait évoluer vers une forme intelligente. Le 21e siècle est une époque étonnante, pleine de mystères et d'énigmes qui amènent l'humanité à voir les choses familières sous un autre angle. Prenons notre galaxie, la Voie lactée, la connaissons-nous totalement ? Le télescope spatial Gaïa a prouvé que nous sommes loin de tout savoir. Le télescope orbital n'a pas seulement accompli sa mission principale, qui était de dresser la carte tridimensionnelle la plus précise de la répartition des étoiles de notre galaxie dans toute l'histoire de l'humanité. Mais il a aussi révélé un secret peu flatteur concernant la Voie lactée. Comment notre galaxie est-elle apparue? Comment s'est-elle développée? Et y a-t-il des exoplanètes en son sein? À ces questions, le télescope Gaïa a répondu avec plus ou moins de succès avant de prendre sa retraite. Les données et leur interprétation par l'observatoire dépassent le cadre de cette vidéo. De plus, les scientifiques n'ont pas encore totalement déchiffré toutes les informations. Mais l'essentiel à comprendre, c'est que la Voie lactée, au cours de son existence, a absorbé à plusieurs reprises d'autres galaxies. Donc, cela signifie que notre amas d'étoiles est en quelque sorte un vrai voyou cosmique? Très probablement, oui. Quelles preuves le télescope Gaïa a-t-il trouvées à ce sujet? En septembre 2018, il a découvert des sous-structures causées par une perturbation gravitationnelle due à une collision avec un autre objet relativement massif. C'était probablement une galaxie elliptique naine du Sagittaire. Cet objet est une galaxie satellite de la Voie lactée, car il l'orbite comme nous autour du Soleil. Quels sont les effets de cette collision? Les scientifiques pensent que les bras de la Voie lactée sont apparus précisément grâce à cet événement, qui s'est produit il y a environ 900 millions d'années. Imaginez simplement son ampleur encore plus grande. Ce n'est pas la seule collision de cette galaxie mentionnée avec la Voie lactée, l'événement s'est produit au moins 3 fois au cours des 5 derniers milliards d'années. Et ce n'est pas tout. Une 4e collision est prévue bientôt. D'ailleurs, il est tout à fait possible qu'une de ces catastrophes ait donné naissance à notre système solaire et allumé son étoile principale. Est-ce que ces recherches ont été faciles pour la station orbitale? Pas du tout. Même si l'atmosphère terrestre ne gênait pas le télescope pour observer l'espace, les nébuleuses et le gaz stellaire restaient un obstacle majeur. Si notre galaxie est déjà difficile à étudier, que dire des régions encore plus lointaines de l'univers? Il est particulièrement difficile d'observer quoi que ce soit près du centre de la Voie lactée, car c'est là que la plus grande quantité de matière s'accumule. En réalité, notre galaxie empêche l'étude d'autres objets du macrocosme. Les scientifiques ont inventé un terme pour cela, la zone d'évitement. Ce secteur correspond au plan galactique de la Voie lactée, un endroit où les objets sont les moins bien catalogués. Les astrophysiciens cherchent à surmonter cet obstacle de diverses façons pour combler les lacunes. La situation peut être comparée au fait d'être dans une pièce d'une maison sans connaître le plan de tout le bâtiment parce que les murs vous en empêchent. En particulier, pour combler les lacunes dans les observations, on utilise des méthodes d'étude en rayons X de la zone fermée, ainsi que des mesures par parallaxe. C'est vrai que, pour les étoiles, la méthode ne fonctionne pas aussi précisément qu'on le souhaiterait. Malgré les difficultés, l'observatoire Gaïa a calculé avec grande précision la position d'environ 2 millions d'étoiles de notre galaxie. Cela a été possible grâce à la conception du télescope et à ses nombreux instruments innovants. Par exemple, il convient de mentionner tout particulièrement le gigantesque capteur numérique à très haute résolution,
atteignant 938 millions de pixels qui n'a actuellement aucun équivalent. Pour la transmission des données vers la Terre, des réseaux d'antennes ont été intégrés dans l'appareil car les antennes classiques ne convenaient pas à cause de la rotation du télescope. Un entraînement mécanique aurait compliqué la surveillance. Vous pouvez objecter, Gaïa n'a étudié que 2 millions d'étoiles, pourquoi la louer alors qu'il y en a environ 400 milliards dans la Voie lactée? Il ne faut pas juger trop sévèrement car ce n'est que le début. Les données continuent d'être déchiffrées et petit à petit, la carte de notre galaxie sera précisée et élargie. Peu importe si les informations s'accumulent lentement, l'essentiel est qu'elles soient précises. Nous arrivons enfin à la raison pour laquelle, au début de la vidéo, nous avons qualifié la Voie lactée de voyou cosmique, ce qui est malheureusement vrai. Notre galaxie a périodiquement heurté ses satellites et absorbé d'importants objets. L'une de ces collisions majeures, suivie d'une fusion, s'est produite il y a environ 11 milliards d'années. L'événement a été si catastrophique que le disque de la Voie lactée s'est littéralement dilaté. La galaxie a été nommée Gaïa Encelade et grâce aux recherches, on sait que ce sont principalement ces étoiles qui composent le halo de la Voie lactée. Cette fusion a aussi doté notre galaxie d'une barre centrale caractéristique. L'observatoire orbital a révélé que la Voie lactée a absorbé au moins 3 autres amas stellaires à différentes périodes, dont la baleine, LMS, Nukun et Arjuna Sequoia. Un événement se distingue de la série régulière de fusion. Quand a-t-il eu lieu et de quoi s'agissait-il ? Il y a environ 8 milliards d'années, la galaxie Pont s'est imprudemment approchée de la Voie lactée. Vous pensez qu'il y a eu une absorption? Non, c'est encore pire. La Voie lactée a littéralement déchiré Pont en millions de constellations. Quel autre bénéfice l'observatoire Gaïa a-t-il apporté au monde scientifique? Le télescope orbital a aussi découvert plusieurs nouvelles galaxies satellites, dont Nasos 2. Elle se trouve à environ 450 000 années-lumière du Soleil, à une taille comparable à celle du Grand Nuage de Magellan et est peuplée principalement d'étoiles très anciennes. On ignore combien de temps elle sera encore satellite de la Voie lactée, car elle s'en éloigne peu à peu. Avez-vous vu le pont stellaire ? La station orbitale Videla a observé avec un télescope la migration d'étoiles du Petit vers le Grand Nuage de Magellan. Cela ressemble à un pont géant entre deux galaxies. Pourquoi parler de la mission du télescope Gaïa maintenant? En fait, le 27 mars 2025, l'observatoire orbital a été désactivé. Le télescope a recueilli environ 500 téraoctets de données en un seul lot, qui seront analysées longtemps. Il est possible que parmi ces informations se trouvent donc des données extrêmement précieuses pour la science, voire même celles qui pourraient tout la bouleverser complètement. Les données du télescope permettront de prédire l'évolution future de la Voie lactée et offrent diverses options pour des simulations informatiques. Gaïa a enrichi nos connaissances concernant les trajectoires des astéroïdes, ce qui influence directement la sécurité des terriens, car l'une de ces pierres volantes pourrait un jour visiter notre planète. Dans ce cas, l'humanité subirait le même sort que les dinosaures. Il vaut donc mieux être informé de ce scénario à l'avance. L'observatoire, après avoir examiné près de 150 000 astéroïdes, a découvert des satellites à proximité. Cela a considérablement déchiffré et élargi notre compréhension de ces objets et, au minimum, doublé leur nombre. Gaïa a aussi trouvé un trou noir inconnu dans les spirales de la Voie lactée, en plus de celui du Sagittaire, et celle avec une étoile au centre de notre galaxie. Cet objet est 33 fois plus massif que le Soleil et il se trouve beaucoup plus près de la Terre, à seulement 2000 années-lumière de nous, ce qui est quelque peu inquiétant. Tout le monde sait quelles conséquences a entraîné la proximité de ce gouffre mortel. Qu'est-ce qui a rendu la mission du télescope si spéciale? L'un des événements les plus marquants a été la découverte de l'onde de Redcliffe. Il s'agit d'une immense structure s'étendant sur 9000 années-lumière, située à l'intérieur de la Voie lactée et ressemblant à une vague douce. Cela pourrait être une région de formation d'étoiles ou la trace d'une collision avec une grande galaxie. On suppose également que la structure pourrait être liée à l'influence de la matière noire sur l'espace. Pour l'instant, les scientifiques ne savent pas exactement comment l'onde de Radcliffe est apparue. Il existe une hypothèse selon laquelle le Soleil se serait formé autrefois dans l'une de ces structures.
L'objet a été découvert pour la première fois avec le télescope Gaïa, la modélisation 2D ne permettant pas sa détection. Dans cette région se trouvent la plupart des structures de la ceinture de Gould où résident des étoiles massives, brillantes et jeunes. Pour les scientifiques, la découverte de l'onde Radcliffe aussi près de la Terre a été une véritable surprise et une raison d'approfondir les recherches scientifiques. Qu'est-ce qui attend les astronomes après la fin de cette mission ? Un nouveau télescope viendra-t-il remplacer celui qui part à la retraite ? Oui, un tel projet est prévu et il s'appellera Gaia NIR, mais il ne sera lancé que dans au moins 20 ans. L'événement est prévu pour 2045, mais compte tenu des données brutes accumulées pendant 10,5 ans d'activité de la première station orbitale Gaia, les scientifiques n'ont pas le temps de se reposer, ils devront travailler dur sur le déchiffrement. Et l'humanité peut s'attendre à un flot de nouvelles sur la Voie lactée. Ne remarquez-vous pas comment, en ce moment même, la réalité familière se désagrège en morceaux ? Je me demande si l'humanité ne sera pas blessée par ces éclats. Nous allons vous parler des découvertes modernes qui s'attaquent au sein des saints de l'astronomie. Mais voulez-vous vraiment l'entendre ? Selon les recherches les plus récentes menées par le maître de conférences en cosmologie de l'université de Portsmouth, Daniel J. Whalen et son équipe, il s'est avéré de façon inattendue que les molécules d'eau sont apparues dans l'univers seulement 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. Est-ce vraiment possible ? C'est même avant la formation des premières galaxies. Comment l'astrophysicien a-t-il abouti à ces conclusions et pourquoi pensons-nous toujours que la vie sur Terre est unique ? Daniel Whalen et son équipe ont mené de nombreuses simulations informatiques sur les explosions des premières supernovas. En effet, ce sont précisément ces événements catastrophiques qui sont devenus les premières usines chimiques, produisant des éléments lourds nécessaires à la formation des molécules d'eau. En somme, l'eau est née dans des nuages moléculaires denses, enrichis par les produits de supernovas. Cela signifie donc que des conditions propices à la vie pouvaient exister bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. De plus, la planète Zemali, c'est-à-dire les embryons planétaires, pouvaient se former autour d'étoiles pas trop massives déjà 200 millions d'années après le Big Bang. C'est une véritable sensation car il y a encore un demi-siècle, de telles hypothèses auraient été considérées comme un véritable sacrilège et punies par l'exclusion des cercles scientifiques. Cette découverte signifie en pratique simplement que des mondes habitables pouvaient déjà exister à l'aube de la naissance de l'univers. Mais ce n'est pas tout. En 2024, la galaxie JAD JSZ 14-0 a été découverte. Et pas par n'importe qui, mais par le télescope James Webb. Au moment de sa découverte, la galaxie était considérée comme la plus éloignée connue. Son décalage vers le rouge, un paramètre indiquant la distance des objets, correspondait à une période d'environ 290 millions d'années après le Big Bang, c'est-à-dire l'univers. À cette époque, l'univers avait environ 2% de son âge actuel, ce qui le prouve. Cela montre encore que les astronomes interprètent mal certaines caractéristiques de cette ancienne période. Les scientifiques ont été surpris en déchiffrant les données de James Webb sur cette galaxie. Son diamètre atteignait environ 1600 années-lumière, ce qui est exceptionnel pour une époque si ancienne. Sa masse, de plusieurs centaines de millions de masses solaires, révèle une formation stellaire intense et prolongée sur plusieurs millions d'années. Troisièmement, les astronomes ont été déconcertés par l'intense luminosité de la galaxie JADES Z14-0 bien supérieure aux attentes issues des idées classiques sur les jeunes galaxies. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En mars 2025, grâce aux moyens standards du télescope, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array de l'oxygène a été détecté dans le spectre de cette galaxie. C'est une véritable sensation car un tel oligo-élément n'avait jamais été détecté aussi loin. Cela signifie donc que la région et l'objet lui-même sont chimiquement mûrs. Les informations sur cette découverte sont fiables car l'oxygène a été détecté par des groupes scientifiques indépendants excluant toute erreur ou coïncidence. Les astrophysiciens, habituellement sévères, ont tout de même fait une comparaison créative. Sander Shaw, stagiaire à l'Observatoire de Leyde aux Pays-Bas, a comparé cette découverte au fait de trouver un adolescent là où on attendait des nourrissons.
À la lumière de ces découvertes, on en vient à penser à la possibilité de la vie à l'époque de l'univers primitif. Et la question se pose, où sont les mondes qui sont apparus bien avant le nôtre? Aucun d'entre eux n'a-t-il vraiment été habité par des êtres intelligents? Quelle solution au paradoxe de Fermi? Même si la vie avait existé dans ces anciennes galaxies, pour nous, elle aurait probablement été totalement étrangère et incompréhensible. En si longtemps, l'univers aurait pu être colonisé plusieurs fois. Qu'est-ce qui a arrêté les anciens habitants du macrocosme? Peut-être que quelque chose les a soudainement anéantis. Dans ce cas, il doit s'agir d'une sorte de cataclysme global. James Webb a une réponse préliminaire, les anciens trous noirs. Ainsi, lors d'une nouvelle observation de l'univers, le télescope James Webb Space Telescope a détecté quelque chose d'étrange et il y en avait beaucoup. Qu'a observé James Webb? Il a observé, aux confins du macrocosme, près de la naissance de l'univers, de petits points rouges mesurant 100 à 500 années-lumière de diamètre. Les dimensions sont relativement modestes, mais la nature monstrueuse de ces objets ne change pas pour autant. Plus tard, lors du traitement des données, il s'est avéré qu'il s'agissait de galaxies compactes, apparues environ 600 millions d'années après le Big Bang. Cependant, la liste de ce que sont réellement ces objets a dû être considérablement élargie par la suite. Leur densité incroyable permet de supposer qu'il s'agit de quasars, des noyaux galactiques avec des trous noirs supermassifs actifs à l'intérieur. D'où viennent de telles conclusions? Le spectrographe infrarouge de James Webb a détecté de larges raies d'émission caractéristiques des disques d'accrétion autour des trous noirs. C'est un entonnoir formé de matière absorbée par ce monstre insatiable. Un seul point a intrigué les astronomes, l'absence de rayonnement X qui est normalement présent lors de ce processus. Cependant, cela pourrait être dû à un nuage de poussière extrêmement dense bloquant la détection des rayons X. Ce qui a également frappé les spécialistes, c'est que les astronomes ont été surpris par l'incroyable quantité de ces petits points rouges sur un minuscule fragment du tissu de l'univers. Ils en ont découvert des centaines. En 2025, Daniel Weylen a aussi participé à l'étude de ce phénomène universel. L'étude a été publiée dans Astronomy and Astrophysics. Après des simulations sur superordinateur, les astronomes ont conclu que la science terrestre faisait face à une nouvelle classe d'objets nommés quasars infantiles. Ces noyaux galactiques abritent de jeunes trous noirs absorbant activement de la matière et seraient probablement les précurseurs des noyaux galactiques supermassifs. C'est la première fois qu'un tel phénomène a pu être observé. C'est un immense champ de recherche. Une question me hante, ces trous noirs, poupées, auraient-ils stérilisé la vie dans l'univers primitif? Cela pourrait-il résoudre le paradoxe de Fermi? Quoi qu'il en soit, il devient difficile de faire semblant et de garder bonne figure dans une mauvaise situation. Le monde scientifique est désemparé, et cela devient évident. Trop de choses sont en jeu, des décennies de recherche, des siècles de connaissances accumulées, les piliers des théories fondamentales qui s'effondrent. Alors que les scientifiques se remettaient en lieu du choc, une autre découverte les attendait dans le spectre de la galaxie JADES Z31, un des premiers points rouges anciens. Une émission Lyman alpha y a été détectée, ce que les astronomes ne s'attendaient pas à trouver si loin. Les ondes alpha du spectre mentionné sont généralement produites par de jeunes étoiles chaudes dans des galaxies à noyau actif. Mais le problème est ailleurs. À l'époque de l'univers primordial, l'espace était rempli d'un brouillard dense d'hydrogène qui diffusait activement précisément les ondes Lyman alpha. Pourquoi les voyons-nous si distinctement? Pourquoi ces points rouges éclatants défient-ils notre conception de l'univers primordial et affichent-ils un spectre censé être noyé? Dans ce brouillard dense, peut-être que le brouillard d'hydrogène n'a jamais existé, mais seulement dans l'imagination de nos scientifiques. Un spectateur expressif pourrait demander « Un détail aussi insignifiant remet-il vraiment en cause la solidité de nos théories ?» Oui, tout à fait. En fait, la théorie fondamentale de la formation et de l'évolution de l'univers est impossible sans l'époque de la recombinaison qui a commencé environ 381 000 ans après le Big Bang.
Que se passait-il durant cette période après la détonation du point de singularité? L'univers était un endroit incroyablement chaud, rempli d'un plasma extrêmement dense. Il s'est progressivement étendu et refroidi, et les protons, photons et électrons se sont combinés pour former des atomes d'hydrogène. Ce processus a été appelé recombinaison, et c'est précisément lui qui a provoqué l'apparition de ce fameux brouillard d'hydrogène, dense, épais, absorbant la lumière dans l'ultraviolet, rendant l'univers totalement opaque. D'ailleurs, c'est précisément à cette époque qu'est apparu le fond cosmique micro-ondes et que s'est formée la radiation fossile que nous détectons encore aujourd'hui. Après l'époque de la recombinaison, selon les théories généralement admises, sont venus les âges sombres, où régnait toujours le brouillard d'hydrogène, dans lequel, rappelons-le, nous ne devrions pas observer d'objets dans la bande Lyman alpha. Mais pourtant nous en observons. Et cela pose vraiment question, car ce n'est qu'à l'époque de la rayonisation que le brouillard d'hydrogène s'est enfin dissipé, progressivement chassé par le rayonnement des étoiles nouvellement apparues, et le voile a complètement disparu environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Comment les scientifiques ont-ils résolu ce problème? Puisque la période du brouillard d'hydrogène est une étape évolutive clé de l'univers qu'il est impossible d'exclure de la formule fondamentale. Les astronomes pensent que le brouillard cosmique s'est dissipé plus tôt que prévu, sans que tout ne s'effondre comme un château de cartes. En lien avec les nouvelles circonstances, une théorie suggère que le brouillard d'hydrogène a disparu de façon chaotique et non progressivement. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas complètement exclure des aires entières, c'est pourquoi les astronomes doivent adapter les nouvelles informations aux anciennes conceptions scientifiques. Une chose est claire, les cosmologistes devront travailler dur pour remanier les modèles existants afin d'intégrer les nouvelles données sur l'eau dans l'équation. Peut-être avez-vous des idées à ce sujet, la communauté scientifique mondiale vous en serait très reconnaissante.